dit qu'est-ce que c'était qu'une solution de pilotage. Donc nous, aujourd'hui, on est consultés pour ce point-là, donc on va essayer de travailler en concertation avec les autres syndicats pour préciser ça. Et on est consulté aussi pour savoir ce qu'implique la notion de performance environnementale, parce que pareil, la TVA 5.5, elle sera liée à des conditions de performance environnementale, mais ils n'ont pas précisé ce que c'était les performances environnementales. Donc là, c'est 2 points très concrets sur lesquels nous, on va travailler et on va pouvoir faire des propositions. La deuxième chose, la deuxième action concrète, c'est qu'on se réunit demain avec l'Alliance solaire des territoires, donc Atlanson, Cap à l'Est, Cemater, l'association de Bourgogne-Franche-Comté, pour se mettre d'accord sur un texte qui sera fort et qui a pour vocation de dire on n'est pas d'accord avec ce qui est dit et il faut que l'État revienne sur ses décisions. On va mettre en avant bien sûr les emplois locaux. Donc l'idée c'est de poursuivre sur le CP qu'a fait Enerplan et le CER hier, mais avec une vision plus locale, territoire, emploi local. Et ce CP il va apparaître dans la presse, mais il va aussi être envoyé de manière simultanée à l'ensemble des députés des différentes régions. Et ensuite l'idée c'est de faire du bruit. Donc on va se mettre en ordre de bataille, on va essayer de vous guider, de vous accompagner vous aussi. On a besoin que tout le monde parle fort, tout le monde manifeste son mécontentement, parce qu'aujourd'hui, ce qui nous est proposé n'est pas acceptable et va avoir des impacts lourds pour la filière, pour les emplois, pour toutes les entreprises qui sont présentes dans cette salle. Voilà, c'était pour le discours positif. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des solutions. Et il y a des choses positives. Encore une fois, sur le segment du résidentiel, la TVA 5.5, c'est une chose qui est positive. Pour ce qui est des plus gros segments, il y a des solutions aussi. Et c'était justement l'objectif d'aujourd'hui, de vous présenter ces solutions et ces alternatives à l'obligation d'achat. Donc il va y avoir différentes prises de parole et différentes interventions. En premier lieu, Adaltis, pour nous présenter un peu le cadre réglementaire. Et donc détailler ce qui est sorti là ce matin. Ensuite, on passera la parole à Planer et Avenir Énergie pour parler pilotage, flexibilité des usages et stockage physique et virtuel, qui sont des solutions concrètes, des alternatives concrètes à l'obligation d'achat. On aura Enerpact, qu'on remercie de nous accueillir ce soir dans leurs nouveaux locaux, et Everwatt pour une présentation de l'autoconsommation collective. Et on finira avec la Banque de la transition énergétique, parce que pour faire des projets, il faut les financer. Et donc ça fait partie des enjeux, surtout avec les évolutions qu'on a entendues ce matin. Merci Clara. Juste avant, Enerpact va présenter sa société. Et merci encore pour l'accueil. Merci Clara, merci Bilal. Alors ça va être très rapide, je vous rassure. Donc encore une fois, bienvenue à tous. On est vraiment ravis de vous accueillir chez nous. Ça nous fait plaisir. On n'avait pas attendu cette actualité, effectivement, donc c'était d'autant plus important dans ces moments-là de se serrer les coudes. Très rapidement, donc Enerpact, pour ceux qui ne connaissent pas, est un bureau d'ingénierie et de maîtrise d'œuvre qui est dans sa 9e année, donc c'est assez récent, juste quelques années après le fameux moratoire. Le point de départ a été le constat que les centrales photovoltaïques qu'on installe encore et qu'on installait en quantité importante, les centrales finalement ne vieillissent pas forcément comme on l'imaginait. Les centrales en gros vieillissent mal. Donc ça a été le point de départ de dire il faut savoir ce qui se passe dans la vie d'une centrale, il faut qu'on ait une analyse fine et qu'on sache quelles sont ces maladies. Donc le point de départ, ça a été de créer avec l'INES une solution logicielle qui nous permet d'identifier très clairement les défauts le PID, la délamination, l'ensemble des défauts que vous connaissez, et surtout de pouvoir associer, en ayant les données de production de centaines et de centaines de centrales, associer à chaque défaut exactement la conséquence. Donc c'est là-dessus qu'on a démarré. Ça veut dire qu'on a aujourd'hui des centaines de clients qui ont des centrales, chez qui on est allé voir ce qui se passait. On a fait une analyse très précise. On a fait des préconisations pour dire, écoutez, on a identifié les impacts de ce qui se passe, on vous préconise des travaux de rénovation, on fait ces travaux, et derrière, on exploite sur la durée. Et comment exploite-t-on ? Eh bien, là encore, avec ce fameux logiciel dont je vous ai parlé,
on a créé le jumeau numérique. Donc on détermine exactement sous forme numérique le jumeau parfait, l'emplacement, le matériel, toute la situation est reproduite. Et du coup, au fil de l'année, au fil du temps qui passe, nous comparons l'indice de performance théorique de cette centrale-là, qui à cette heure-là, elle ne produit rien, mais qui aujourd'hui, à 14 heures, devait produire tant de kilowattheures. Eh bien, on compare avec la réalité et on agit de façon proactive. Donc, ceci nous permet d'être aujourd'hui les seuls en France, je dis bien les seuls, à pouvoir garantir à nos clients le résultat net avant impôt sur les prochaines années. On garantit à l'euro près, je parle de résultats en euros, les résultats, et si les résultats ne sont pas atteints, on indemnise. Si les résultats sont dépassés, on se partage le dépassement. Donc ceci, on l'a fait historiquement sur les centrales existantes. Alors ça donne des choses un peu spectaculaires. Par exemple, on a des clients qui ont des centrales classiques de quelques centaines de kilos. On a des clients énergéticiens qui ont des centrales de plusieurs mégawatts crête. Là, j'ai un exemple d'une centrale de 5 mégawatts crête. Notre action a permis d'augmenter la production de 32%. Et pourtant, c'est un grand nom que l'on connaît tous et qui, effectivement, a constaté que notre outil est vraiment un outil unique pour détecter, analyser, préconiser et bien sûr, derrière, pouvoir corriger. Et cet aspect-là, maintenant, nous le faisons depuis quelques années aussi sur les centrales neuves. Donc, nous concevons des centrales, nous construisons pour nos clients. Nous sommes intransigeants sur la réception parce que derrière, nous nous engageons sur le résultat avant impôt, année après année. Donc, on verra comment ça va se passer là dans les prochains temps. Mais année après année, et là encore, si on n'a pas atteint ce résultat, eh bien, c'est nous qui payons. Donc, on préfère qu'il y ait un résultat atteint et bien sûr encore un dépassement. Voilà. Donc je m'arrête là. Donc si vous avez des clients qui ont des centrales et à force, parce qu'on travaille avec pas mal d'installateurs ou d'énergéticiens qui ne réussissent plus justement à identifier les problèmes pour certaines situations. Donc nous, c'est là qu'on intervient et ça se passe bien en général. Merci à vous et je passe le micro à Charles. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci de vous être rendus disponibles ce soir pour cette table ronde, pour cet événement organisé par l'association, non plus syndicat, Aura Digital Solaire. J'interviens aujourd'hui en tant qu'administrateur et surtout vice-président du groupe de travail Toiture et Ombrière. Donc je suis un visionnaire avant l'heure, je savais que j'aurais beaucoup de travail. Donc l'actualité fait qu'effectivement, on va avoir du pain sur la planche. Il va falloir faire remonter un certain nombre de freins qui ont été identifiés. Et l'objectif de cette table ronde, en fait, on l'a pensé avant même de savoir cette actualité. Qu'est-ce qu'on fait si demain on n'a plus de guichet? Comment valoriser l'énergie? Quels sont les différents scénarios possibles pour vendre son énergie? On a vu passer effectivement dans le programme de ce soir la possibilité de faire de l'autoconsommation individuelle, l'autoconsommation collective, stockage physique, stockage virtuel, comment on finance ces projets et quel est le cadre juridique avec l'appui des cabinets d'avocats pour faire en sorte que le photovoltaïque se pérennise et n'ait plus besoin, in fine, d'être subventionné avec sa petite perfusion d'euros publics. Voilà. Donc je vais aussi animer la prise de parole de chacun et donc je passe le micro à Daltis pour la première partie de cette table ronde. Je vous remercie. Merci bien. D'abord, bonsoir à toutes et à tous. Je suis avocat au cabinet Adaltis. Avant de passer sur ma présentation et d'évoquer cette actualité réglementaire qui effectivement on est sur un timing qui est plutôt bon, niveau seulement timing, mais par contre pour la filière, c'est pas des très bonnes nouvelles que j'ai à vous annoncer. Donc avant ça, moi c'est Clément Alagna, je travaille avec Jérôme Lépée, que beaucoup d'entre vous je pense connaissent. J'exerce exclusivement l'énergie depuis maintenant 3 ans. Et donc ce soir, c'était Coralie de la Fonchette, que vous connaissez aussi peut-être, puisqu'elle assure la veille réglementaire pour l'association. Donc elle devait être présente, malheureusement elle a la grippe, donc je la remplace un peu en dernière minute. Très rapidement aussi, en quelques secondes, pour mon activité à moi au sein du cabinet, je suis plus moi en relation avec des acteurs de marché tels que les responsables d'équilibre, les agrégateurs, les fournisseurs d'énergie, pour des sujets donc, en lien avec les mécanismes de soutien public, plus du complément de rémunération
avec un accompagnement sur la contractualisation avec les agrégateurs, par exemple, et je suis aussi sur des mécanismes de marché et également la fiscalité de l'énergie. Ça peut aller de l'accise sur l'électricité au TURP, en passant par des taxes un peu barbares comme la Tierwert, et des mécanismes comme l'AREN qui, pareil, va bientôt disparaître, et on a quelques sujets à propos de cela. Donc pour en venir au sujet du jour, je vais commencer rapidement sur l'obligation d'achat. L'obligation d'achat, ça a longtemps été vu par la filière comme un peu la règle et comme la solution, bien sûr, de facilité pour les producteurs qui avaient des projets à réaliser, qui pouvaient donc bénéficier d'un tarif sécurisé au-dessus des prix de marché et avec un certain enclin de la part des banques qui n'avaient pas de grands risques sur ces contrats. C'était aussi le moyen pour l'État d'atteindre ses objectifs en matière de développement d'énergie renouvelable de manière assez simple, en fixant aussi des objectifs, en garantissant un tarif à chaque producteur. Mais petit à petit, on a vu que d'autres mécanismes qui avaient vocation à reconnecter un peu les producteurs aux réalités du marché sont apparus. Donc, je pense au complément de rémunération. Là, EDF va seulement compenser la différence entre la valorisation sur le marché et un tarif cible. Et actuellement, en photovoltaïque, donc, le texte unique en matière d'obligation d'achat, c'est le fameux arrêté S21. S21 qui permet aux centrales dont la puissance est inférieure à 500 kW crête installées sur hangar, ombrière, toiture, de bénéficier de ce fameux tarif d'achat sécurisé. Mais on l'a vu très récemment, hier en fait, on a eu des annonces pas très positives pour l'avenir de ce mécanisme-là, puisque une consultation, pour refaire très rapidement, une consultation avait été lancée par le gouvernement fin décembre 2024 au sujet de l'évolution de ce S21, consultation qui a été achevée fin janvier. Et hier, une réunion s'est tenue avec le gouvernement, le ministre de l'Énergie notamment, et ses équipes. Et nous, donc, on avait le CER auquel on adhère qui était présent. Donc cette réunion de restitution, on a obtenu le compte-rendu. Et il s'avère que des évolutions majeures ont été annoncées, que ça concerne les tarifs, c'est une évolution importante, mais également le seuil d'éligibilité à l'obligation d'achat. On a aussi des critères sur les performances, la performance environnementale des panneaux qui vont être ajoutés à l'arrêté. Mais pour revenir déjà donc, rapidement, parce que je n'ai pas trop de temps, mais sur les tarifs, les évolutions des tarifs, donc c'est une nouvelle assez terrible pour la filière, parce que donc, de manière globale, ces derniers vont baisser. D'après les annonces, on a en fait, selon les segments de puissance, plusieurs baisses qui ont été actées. Pour le 0 à 9 kg, on va être sur une baisse du tarif d'achat du surplus à 40 € par mégawattheure, avec une prime à l'investissement divisée par 2, sachant que, et ça a été annoncé par un communiqué du ministre hier, en fait le but pour ces petites installations, c'est vraiment de se recentrer sur l'autoconsommation. Donc c'est pour ça que ce parti pris a été choisi. Ensuite, on a un maintien du tarif sur le segment 9 100 kW crête, avec par contre un coefficient, un mécanisme de dégressivité qui va être plus fort. Et après, donc sur le dernier segment, quand on est de 100 à 500 kg, là on sera sur un tarif qui va encore baisser à 95 € par mégawattheure, avec également un mécanisme de dégressivité plus fort. Donc ça, ce sont les annonces. Voilà, ça doit être traduit réglementairement, c'est pas encore officiel, mais a priori on n'aura pas de retour en arrière. Et autre point majeur, c'est la condition d'éligibilité à l'obligation d'achat. Donc actuellement, je vous ai dit que c'était 500 kg pour en bénéficier. Là, l'annonce qui a été faite, c'est qu'à partir du 1er juillet 2025, on aura une partie qui sera maintenue en OA jusqu'à 200 kg. Et de 200 à 500 kg, par contre, là, on passerait sur du complément de rémunération. Au niveau du timing, donc on n'a pas trop de visibilité sur la date à laquelle l'arrêté sera adopté. On sait qu'il va passer le projet d'arrêté en Conseil supérieur de l'énergie le 6 mars. Mais ce qui est acté au niveau des dates, c'est que
En ce qui concerne les tarifs, la modification sera rétroactive, donc à partir du 1er février, quelle que soit la date d'adoption de l'arrêté. Et je vous l'ai dit, le seuil de puissance, on sera sur un timing au 1er juillet 2025. Donc, mauvaise nouvelle sur le S21, peut-être une meilleure nouvelle sur le fameux arrêté petit sol, comme on l'appelle, puisque là aussi, hier, on a eu une annonce de la part du ministre selon laquelle cet arrêté allait être publié. On n'a pas non plus visibilité sur la date, ni sur les modalités précises de cet arrêté, si ce n'est qu'en ce qui concerne les seuils, on aurait un mécanisme d'obligation d'achat jusqu'à 400 kW crête pour les installations de sol, et de 400 kg à 1 méga, on serait sur du complément de rémunération. Et là encore, le sujet, ça va être de voir les tarifs, comment ces tarifs vont être construits. Quand on voit la dynamique en ce qui concerne le S21, c'est pas forcément de bon augure, mais on ne sait pas encore ça. Donc ça, c'est sur les évolutions qui sont actées, mais qui doivent être traduites par arrêté du ministre. Après, je voulais juste rapidement parler sur un point qui est beaucoup moins important aujourd'hui, mais qui peut-être pourra concerner le petit photovoltaïque d'ici quelques mois ou années. C'est le sujet des prix négatifs. Puisque dans la loi de finances pour 2025, une disposition intègre la possibilité pour EDF-OA d'exiger des installations, des producteurs qui exploitent une installation d'une puissance supérieure à 10 mégas, d'arrêter leur centrale en période de prix négatif, moyennant une indemnisation qui reste à définir aussi par arrêté. Donc le petit photovoltaïque n'est pas encore concerné, mais quand on voit l'évolution des prix négatifs depuis plusieurs mois maintenant, sauf erreur, en 2023 on était sur une vingtaine ou une trentaine d'heures de prix négatifs à l'année, sur 2024 on était proche des 500. Donc c'est un sujet qui, je pense, est à surveiller, qui pourrait un jour aussi être intégré à l'arrêté, aux arrêtés qui seront adoptés et qui pourront dégrader aussi le mécanisme. Donc, en synthèse à retenir aujourd'hui, très mauvaise nouvelle pour le S21 avec la baisse des tarifs et cette baisse du seuil pour l'obligation d'achat, ce qui rend d'actualité les présentations, encore plus d'actualité les présentations qui vont suivre sur l'intérêt de réfléchir à d'autres mécanismes de valorisation de l'énergie, sans préjudice bien sûr des actions de lobbying aussi qui peuvent être menées pour essayer de conserver un peu d'attractivité sur le S21. Merci. Merci Clément pour cette introduction. Effectivement, mauvaise nouvelle, mais on ne va pas tuer le messager, rassure-toi. On va donner maintenant la parole à nos intervenants de ce soir. Le hasard a fait qu'en fait, l'ordre de leur intervention suit un petit peu l'ordre de développement des projets avec à la fin le financement. Donc je donne la parole à Noémie du bureau d'études Plamer qui va parler de la flexibilité des usages et ensuite il y aura monsieur Rancien de IR Énergie pour le stockage physique et virtuel. Merci, bonsoir. Noémie Poise, responsable expertise et innovation au bureau d'études Planer. Je remplace donc Daniel Meunier qui n'était pas là ce soir. Nous, donc, on est une antenne basée à Lyon, spécialisée sur le photovoltaïque. On appartient à un bureau d'études plus gros qui a sa maison mère en Suisse. Très rapidement, pour poser un petit peu le cadre, expliquer comment nous, en tant que bureau d'études, on voit arriver ces questions de flexibilité. Je voulais revenir un petit peu sur les modèles économiques du photovoltaïque tels qu'on les applique depuis quelques années. Donc c'est vrai que jusqu'à présent, jusqu'à récemment encore, le modèle dominant, c'était l'injection totale, la vente totale. Et du coup, ce modèle-là, il suppose que le maximum de revenus correspond au maximum de production. Donc effectivement, si les tarifs d'achat s'amenuisent, ce qui est prévu depuis le départ, normalement, on n'est pas censé rester sur ces dispositifs de soutien ad vitam aeternam. Il faut basculer sur d'autres mécanismes. Et là, on a l'autoconsommation qui connaît effectivement un développement important ces derniers temps, ou des contrats de gré à gré type PPA, mais qui sont décorrélés d'une consommation. Et les PPA, on va dire, continuent. L'idée, c'est de trouver un acheteur. Or, on produit, pas forcément au moment où l'électricité vaut le plus cher, on produit le plus en été. On vient de parler des prix négatifs. Donc ça met un petit peu à mal aussi les modèles. Donc sur l'autoconsommation, on a un modèle qui s'inverse, c'est-à-dire qu'on n'est plus dépendant d'un tarif d'achat,
on est dépendant du coût de l'électricité qui est payé par le consommateur. Et donc en fait, le maximum de revenus ne va plus forcément correspondre au maximum de production. Le maximum de revenus va correspondre au maximum d'énergie effacée en euros chez le consommateur. Donc il va falloir regarder quand est-ce qu'on paye l'électricité la plus chère. Et donc bien sûr, il faut rentrer un peu dans le détail des factures. Et après, rentrer aussi dans le panel des options possibles d'autoconsommation. Donc, je crois que ça va être détaillé tout à l'heure, donc je ne vais pas rentrer dans le détail, mais sur l'autoconsommation individuelle, on a une fiscalité qui fait que, globalement, on est encore sur des rentabilités intéressantes. On n'a pas de taxes, on n'a pas de TURP, et donc on efface tout le kilowattheure. Donc, si on a un taux d'autoconsommation élevé, on a un projet rentable. La question, ça va être comment on a ce taux d'autoconso élevé si on n'est pas sur un profil qui s'y prête a priori, d'où la question de ramener via du pilotage, via du stockage, des consommations à ce moment-là. Et je vais détailler tout à l'heure comment ça peut se mettre en pratique. Et après, il y a l'autoconso collectif qui est un petit peu moins favorisé fiscalement, quoique avec les annonces récentes, ça c'était quand même une bonne nouvelle, la semaine dernière, d'exonération de l'accise pour les projets qui ont des installations de production de moins d'1 MW, on retrouve un peu d'air sur les modèles économiques. Donc très concrètement, un producteur qui vend en ACC, il va effacer le prix de fourniture chez le consommateur, et puis celui-ci ne paiera pas non plus d'accise, donc ça laisse un petit peu de marge. Mais des modèles qui étaient très viables il y a 2-3 ans pendant la crise énergétique, parce que les prix d'électricité étaient hauts, sont déjà un peu plus limites en ce moment, puisque les prix ont beaucoup redescendu. Et là, je voudrais insister sur une possibilité, alors c'est pas de la flexibilité, on pourrait appeler ça la flexibilité tarifaire, mais il y a de l'ingénierie à avoir sur comment on construit le tarif que propose le producteur au consommateur, notamment quand on a un consommateur qui a des tarifs heures pleines, heures creuses, avec des heures pleines été qui ne sont pas forcément très élevées, des heures pleines hiver qui pour le coup peuvent être encore à un montant élevé. Et nous, ce qu'on voit apparaître, c'est que sur certaines opérations d'autoconso collective, la rentabilité se fait l'hiver, même avec du photovoltaïque, mais tout simplement parce que en euros, le volume effacé fois le tarif effacé est plus important que ce qu'on efface en été avec un tarif faible. Donc ça, c'est intéressant, nous, de travailler. Maintenant, on propose des tarifs été, des tarifs hiver. C'est intéressant aussi de raisonner comme ça pour avoir des viabilités qui se mettent en place et qui s'exonèrent un peu des logiques de tarifs d'achat, même si on est bien content de l'avoir pour la sécurité bancaire, etc. Mais d'un point de vue rentabilité économique, ça fonctionne. Voilà ce que je voulais dire un petit peu. Et puis nous, au Planer, sur la partie innovation, on s'intéresse beaucoup aussi à d'autres... comment on peut produire mieux à des moments où l'électricité coûte plus cher. On l'a vu, en ce moment, en gros, il faut essayer de produire moins sur la période méridienne et plus le matin et le soir. Donc on peut jouer sur les orientations. Et nous, on s'intéresse beaucoup au PV vertical parce que s'il est orienté plein sud, on a une production qui est intéressante en hiver. En est-ouest, on peut jouer sur l'autoconsommation matin-soir. Comme je l'ai dit, on a un ADN suisse où le PV vertical est très encouragé en montagne et avec les questions d'albédo, etc. On a même des productibles en hiver qui sont supérieurs à ceux de l'été. Donc c'est pour vous dire jusqu'où ça peut aller. On a des études également au niveau européen qui montrent qu'un développement massif du PV vertical peut jouer un rôle clé sur la flexibilité du réseau, sur la baisse des prix négatifs sur le marché spot. Donc voilà, ça peut être aussi une piste intéressante du point de vue de la conception des installations. Donc maintenant, je reviens sur la partie flexibilité des consommations. Donc effectivement, on voit que l'autoconsommation, c'est ça qui peut un peu nous sauver pour nos modèles économiques. Comment on fait pour optimiser cette autoconsommation ? Eh bien, l'idée, c'est effectivement d'augmenter ces taux d'autoconsommation en ramenant le plus possible de consommation pendant les périodes de production. Donc, on peut identifier des consommations qui sont décalables, c'est-à-dire qu'on va avoir une consommation qui va être décorrélée du moment où on va avoir l'usage propre. Donc, c'est historiquement ce qu'on fait déjà sur les ballons d'eau chaude. Et puis, c'est le pilotage typiquement des bornes de recharge des véhicules électriques. Ça peut être dans une moindre mesure du chauffage, de la climatisation ou du froid négatif. Et puis après, on peut regarder aussi les consommations qui sont modulables. Donc là, on n'est plus sur décaler une consommation, on est sur modifier une température de consigne, par exemple, et puis la réaugmenter quand le solaire va produire, par exemple. Alors c'est très théorique, mais après, dans la pratique, il faut voir quels usages s'y prêtent.
Et c'est très variable selon qu'on est sur 2 résidentiels, sur du tertiaire, sur l'industriel. Dans l'industrie, on ne peut pas si facilement mobiliser ces leviers. Alors RTE annonce des gros gisements de flexibilité sur le résidentiel, je crois que c'est de l'ordre de 10 gigawatts, donc c'est quand même assez énorme. Après, sur le tertiaire, les bureaux, voilà, c'est peut-être 10% qu'on peut moduler, mais il faut rentrer un petit peu dans le détail de ce qui est possible. Nous, en tant que bureau d'études, le premier gros levier qu'on essaye de mettre, d'étudier, d'intégrer dans les offres, c'est celui de la mobilité électrique, qui est le plus facile, puis qui est un peu celui aussi qui est très identifié par RTE. Mais voilà, après, ça dépend aussi des usages du consommateur, de ses pratiques, de la puissance des bornes de recharge, de la puissance des véhicules. On est avec des communes, par exemple, qui ont des ateliers municipaux avec des tournées, je sais pas moi, de 8h à midi, ils reviennent 1 heure entre midi et 13, puis ils repartent. Le temps de recharge est restreint, donc voilà, si on n'a pas la bonne puissance de borne et pas les bons véhicules, finalement, on ne peut pas de temps recharger que ça pendant la période de production. Donc ça implique d'avoir une approche un peu globale aussi sur peut-être la modification des modes de fonctionnement de la collectivité en question ou des usagers qui veulent mettre en place de la flexibilité. Voilà, et puis donc consommation décalable, modulable, où il y a aussi l'effacement qui peut être plus ponctuel et qui cette fois est une flexibilité dite explicite parce qu'elle va être mise en place par un opérateur d'effacement et qui va pouvoir éventuellement couper certaines consommations du client en cas de contrainte. Alors comment on met cette flexibilité en œuvre ? J'ai parlé des ballons d'eau chaude, donc vous savez qu'ils sont asservis au contact sortie de tic des compteurs, donc ça c'est on va dire quelque chose qui est très simple à mettre en œuvre à coût réduit et qui peut fonctionner directement en fonction des heures creuses, heures pleines. En pratique, on pourrait mettre d'autres appareils sur les sorties TIC du compteur Linky, il y a 8 sorties. Mais voilà, ce signal qui est envoyé par le compteur, il ne comprend pas d'informations économiques. Donc il permet surtout de piloter en fonction des heures creuses, des heures pleines, mais pas forcément en fonction d'autres paramètres. Et puis on est sur la chaîne de comptage Enedis franco-française et voilà, ce pas forcément des solutions qu'on va pouvoir exporter ailleurs. Donc en fait, ce qui développe le plus, ce sont ces automates de pilotage, EMS dans le résidentiel, GTB, il y a plusieurs noms sur les bâtiments de plus grande taille, et qui vont pouvoir à la fois communiquer avec des capteurs, avec des API de fournisseurs, des API, différentes données météo, et pouvoir optimiser un ensemble de consommation en fonction justement des périodes de production. Donc voilà, ces fameux appareils de pilotage dont on attend une définition sont vraiment la clé de voûte en fait de l'amélioration de ces flexibilités sur la conso. Aujourd'hui, ce qui ressort, c'est quand même sur le résidentiel, les autoconsommateurs sont finalement les mieux pourvus en dispositifs de pilotage, mais sinon les logements français en moyenne sont très peu équipés de MS, je crois que c'est 3 ou 4% du parc français. Donc il y a une vraie attente en fait sur le développement de ces dispositifs-là de flexibilité. Et par contre, dans le tertiaire, on a un décret qui s'appelle le décret BAX qui rend obligatoire en fait les dispositifs de pilotage pour mettre en place justement des flexibilités. C'est un dispositif qui est obligatoire, mais il n'y a aujourd'hui que 15% des bâtiments qui en sont équipés. Et là aussi, il y a tout un travail, c'est une filière, alors il y a des solutions qui sont tout à fait matures, mais il y a tout un travail en cours pour travailler sur les questions d'interopérabilité, de cybersécurité, de gouvernance des données, donc avec des référentiels à mettre en place. Ces fameux dispositifs de pilotage, il y a des prérequis qui vont être définis sur les données de communication qui vont être mises en place via une marque qui s'appelle FlexReady, donc vous avez peut-être entendu parler. Et puis voilà, tout un cadre réglementaire autour du bâtiment numérique qui va progressivement essayer d'harmoniser les technologies, puisque en fait, voilà, il y a des technologies propriétaires qui se développent et puis tout ne fonctionne pas correctement, comme mon successeur va l'illustrer juste après. Juste pour terminer, nous, on a, en tant que bureau d'études, on est relativement peu sollicité encore sur ces questions de flexibilité. On commence à étudier des solutions avec stockage batterie, stockage stationnaire. On a un petit exemple dans Lyon où voilà, une collectivité nous a sollicité. Donc c'est une ombrière de 15 kW avec des bornes de recharge qui sont en autoconsommation.
Et puis, une batterie dont on a étudié la faisabilité. On a regardé des batteries entre 6 et 20 kWh pour améliorer les taux d'autoconsommation sur cette autoconsommation individuelle. Alors, il se trouve que c'est un cas plutôt favorable, même si le maître d'ouvrage, on va dire, on fait ça dans un optique de démonstrateur, donc il n'a pas vraiment une recherche de rentabilité économique. Mais on est dans un cas favorable parce que bizarrement, il paye son électricité avec un tarif unique toute l'année à 40 centimes. Je ne sais pas comment ça se fait, mais avec une batterie de l'ordre de 20 kWh, on double à peu près le taux d'autoproduction, on double à peu près le taux d'autoconsommation, et on a un temps de retour inférieur à 10 ans pour l'instant dans nos études. On n'a pas forcément simulé un algorithme très compliqué de pilotage de la batterie. En gros, on charge la batterie quand il y a un surplus, on décharge en priorité quand il y a une recharge de véhicule. Et donc, ça sera un projet qu'on suivra avec attention, parce que nous, ça nous permet de faire un peu à la main aussi sur l'intégration du stockage dans les projets d'autoconso. Sachant que sur ce site-là, en plus, il y a un projet d'extension d'autoconso collective, avec justement la volonté d'asservir la GTB des bâtiments, de la mettre dans l'autoconso collective pour aussi jouer de la flexibilité des bâtiments de bureaux qui sont dans la boucle d'autoconso collective en fonction de la production et du stockage qui sera amené. Voilà un petit peu pour ce petit retour d'expérience très rapide, puis je laisse mon collègue rentrer dans l'opérationnel. Bonjour, Jean-Philippe Ancien, Mire Énergie. Nous, on est installateur de panneaux photovoltaïques et on est surtout spécialisé de 0 à 250 kVA, donc on est dans la cible qui sera concernée par ces changements. Et je vais parler de l'opérationnel parce que donc, Noémie a parlé de solutions de flexibilité, de pilotage, de comptage, sauf qu'il faut les mettre en œuvre. Voilà. Et en général, c'est les installateurs qui les mettent en œuvre. Et c'est quand même une problématique parce qu'effectivement, les installateurs, on connaît bien les courants forts, les courants continus, les courants alternatifs. Sauf que là, on parle de communication, donc on parle de Modbus, on parle d'Ethernet, on parle de... Il faut arriver à faire communiquer, c'est-à-dire pour que le pilotage marche, la domotique marche, le contrôle ou même réinjecter effectivement notre autoconsommation, renvoyer notre production sur des chauffe-eau pour la production d'eau chaude, il faut arriver à faire communiquer tous ces éléments. C'est quelque chose de nouveau pour les installateurs, puisque tous les fabricants n'ont pas les mêmes langages en plus de communication, donc il faut arriver à prendre ça en considération. Sur le résidentiel, c'est assez simple, mais dès qu'on passe sur le tertiaire, ça peut devenir un petit peu plus compliqué, surtout lorsqu'il y a des GTC, donc des systèmes qui vont contrôler toutes les énergies. Et il va falloir que le photovoltaïque rentre là-dedans. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, le Modbus ne communique pas avec ces GTC. Donc on peut mettre de l'Ethernet ou du RS485, la plupart du temps, ça ne fonctionne pas. Donc c'est effectivement des choses qu'il va falloir voir et surtout qu'il faut anticiper dès le départ parce que pareil, il faut communiquer avec différents serveurs et pour communiquer avec des serveurs, ça paraît tout bête, mais il faut avoir des liaisons Internet. Et là aussi, c'est souvent simple sur du résidentiel, ça l'est moins sur du tertiaire, surtout quand on est dans un environnement réseau où il faut des épifixes, des ports et ainsi de suite. Et inutile de vous dire que pour beaucoup d'installateurs, c'est un langage qu'on ne connaît pas trop. Donc avec l'association et justement la VP ombrière et toiture dont je fais aussi partie, on va travailler sur la formation pour pouvoir former et informer les installateurs, car d'un autre côté, par contre, ça peut donner une plus-value par rapport, on va dire, à ceux qui viennent, les acteurs qui arrivent par opportunité sur le marché, les charpentiers, les installateurs de pompes à chaleur qui viennent sur le photovoltaïque en disant c'est un complément puisque ça va dans une rénovation globale, je vais installer aussi ce type de matériel. Donc effectivement, quand il faut associer du courant faible avec du courant fort, ça devient plus compliqué, ça peut être très intéressant pour nous, installateurs, y compris aussi sur les installations plus importantes par rapport à la main-d'œuvre étrangère, la main-d'œuvre détachée, qui vont pas maîtriser effectivement ces éléments-là. Or, maintenant, beaucoup d'installations ne fonctionneront plus si effectivement le réseau courant faible, donc le réseau de pilotage, n'est pas opérationnel. Donc c'est quelque chose sur lequel on va travailler. Je finirai juste donc par les deux solutions de stockage qui existent. Donc la batterie physique, qu'on connaît tous avec ses limites en termes de capacité, ses limites en termes d'installation, parce qu'il y a ce que préconise le fabricant, et puis il y a surtout ce que va nous autoriser l'assureur, qui est en général plus restrictif que ce que va nous demander le fabricant.
Donc c'est des solutions qui sont intéressantes, mais souvent on est limité en termes de coût, on est limité en termes de capacité, on est limité en termes d'emplacement. Mais c'est effectivement la solution de stocker et savoir aussi sur la batterie, est-ce qu'elle fait du backup ou pas, c'est-à-dire est-ce qu'elle va fonctionner quand il y a une coupure d'électricité ou pas. Donc ça c'est en plein fonctionnement. Mais souvent, les batteries vont fonctionner dans un environnement aussi assez précis, c'est-à-dire que le fabricant de la batterie, s'il fait des onduleurs, des micro-onduleurs ou des choses comme ça, elles vont surtout bien fonctionner dans leur environnement à elles. Donc il faut être bien vigilant sur comment fonctionne la batterie, parce qu'elle aussi, elle ne fonctionne pas qu'avec du courant fort. Elle va fonctionner avec des instructions qui lui sont données, à quel moment elle charge et elle décharge. Donc c'est quelque chose d'assez intéressant. Et puis maintenant, effectivement, je pense que l'avenir, comme disait Noémie, c'est la batterie mobile, donc ce qu'il y a dans la voiture. Je ne sais pas si vous avez entendu, notamment, ou si vous êtes renseigné sur les R5 électriques, notamment chez Renault, ils communiquent en disant, nous, les R5, c'est très bien, elles sont bidirectionnelles. Donc déjà, ce n'est pas tellement la batterie qui est bidirectionnelle, mais c'est le chargeur quand même. Hein. Enfin, c'est la borne de recharge. Mais en l'occurrence, c'est vrai qu'on peut décharger, alors, je crois qu'Enedis n'aime pas trop, mais globalement, on peut décharger effectivement la voiture sur l'endroit où elle se charge. Il faut être bien vigilant sur le chargeur bidirectionnel. Et ça peut être effectivement intéressant de l'inclure dans les installations, le chargeur bidirectionnel, qui lui aussi peut être piloté en fonction des besoins de soutirage dans lequel il est installé, donc en résidentiel de la maison ou dans un bâtiment en fonction de ses besoins. Et donc il va faire varier sa puissance en fonction de ce qu'il a besoin pour pouvoir charger la batterie sur ce qui reste de disponible par rapport à la puissance totale de soutirage. Donc c'est assez intéressant, mais là aussi, attention, l'environnement du pilotage fait que le chargeur, la borne de recharge fonctionne bien, surtout quand elle est dans le même environnement que le photovoltaïque, notamment quand il y est, c'est-à-dire surtout les transformateurs, donc onduleurs, micro-onduleurs. Mais c'est quelque chose qui paraît intéressant, parce qu'effectivement, si on arrive à pouvoir anticiper son temps de charge et de décharge de la voiture, ça peut être effectivement une solution sur le parc électrique qui, normalement, si on écoute bien les autorités, devrait augmenter, donc avoir de plus en plus de véhicules électriques, ce qui nous permettrait une meilleure flexibilité et qui, en termes d'installation, est un petit peu plus complexe, mais néanmoins rentre bien dans ce qu'on maîtrise bien. Et puis enfin, il y a le stockage virtuel, vous avez sans doute déjà entendu parler. Là. Ce qui est très bien, c'est que le stockage virtuel, techniquement, c'est très simple. C'est très simple parce que globalement, on n'a rien à faire. C'est ni plus ni moins le stockage virtuel, on va injecter sur le réseau d'Enedis, sauf qu'on va changer de responsable d'équilibre. Donc automatiquement, celui qui récupère l'électricité, entre guillemets, qu'on envoie sur le réseau d'Enedis, doit être le même que celui qui vous facture l'électricité, bien entendu. Et donc, ce qu'on va changer, c'est le responsable d'équilibre. Donc, on n'aura plus de DFOA. Donc là, on élimine complètement le DFOA, ce qui est assez intéressant, ce qui est assez simple. Donc, on change de responsable d'équilibre, ce qui fait juste une modification lorsqu'on fait notre enregistrement, enfin, sur la plateforme d'Enedis, sur le portail de raccordement. Mais techniquement, il n'y a rien d'autre, puisque finalement, le stockage virtuel, eh bien, l'électricité que vous envoyez sur le réseau, vous allez le récupérer quand vous serez en soutirage, c'est-à-dire qu'ils vont le déduire de votre facture. Mais c'est plus de la data que des électrons qui vont être utilisés à un moment où on en a besoin. C'est-à-dire que la nuit, malgré tout, votre installation, elle ne va pas se mettre à fonctionner par miracle. Elle ne va pas fonctionner, néanmoins, vous ne payerez pas d'électricité, puisqu'effectivement, on va puiser dans le stockage que vous avez envoyé sur le réseau. Donc c'est une solution qui est intéressante et surtout peu onéreuse et facile à mettre en place. Voilà, donc c'est des solutions à étudier. Merci beaucoup. Merci Jean-Philippe, merci Noémie pour cet état de l'art, ce petit balayage de différentes solutions qui s'offrent à nous. C'est pas de la prospective, hein, c'est des choses qui sont déjà faisables en l'état. Je vais redonner la parole à notre hôte pour un petit coup de projecteur sur les différents types de modules photovoltaïques. Bonjour à tous, je suis Laurent Garcia, je suis le directeur de la stratégie d'Enerpact. Vous êtes très nombreux ce soir chez nous, c'est impressionnant. Alors, je vais vous présenter un exemple de projet sur lequel nous travaillons qui va illustrer l'ensemble des discussions ou plutôt des explications que vous avez pu avoir de mes collègues précédemment, ça tombe bien. Donc c'est une grosse centrale photovoltaïque en ombrière sur laquelle nous travaillons. Je n'ai peut-être pas trop insisté sur le début, je n'en ai pas enfoncé le couteau dans la plaie, mais on voit bien que les variations du tarif d'obligation d'achat sont constantes depuis
depuis sa création, avec le gros crack que nous avons connu. Aujourd'hui, on est dans une zone d'incertitude, mais je pense qu'il est, comme une de mes collègues l'a dit tout à l'heure, je pense qu'il est évident que l'État n'a pas vocation à financer le photovoltaïque à vitam aeternam, même s'il faut évidemment préserver la filière et faire en sorte que nous puissions poursuivre nos activités économiques. Et pour ça, les syndicats, les associations sont là. Et là, je compte sur eux pour nous défendre vis-à-vis du gouvernement actuel. Donc il y a différentes façons que l'on a imaginées pour la centrale dont je vais vous parler. Donc il y a évidemment l'obligation d'achat. Il y a ensuite on a la partie appel d'offres creux. On a les PPA. On a les agrégateurs. On a l'autoconsommation individuelle et l'autoconsommation collective. Ce qu'on a imaginé pour cette installation, c'est quelque chose d'hybride avec 3 générateurs les uns à côté des autres, même si c'est une seule et même installation, sur laquelle nous allons essayer de bénéficier du mieux possible de chacune des possibilités. Donc notre objectif principal est de garantir aux clients une bonne rentabilité de l'ensemble du système, mais aussi de préserver l'activité, le chiffre d'affaires du générateur photovoltaïque en cas d'arrêt de l'autoconsommation. Donc on est sur un supermarché, sur un parking. Pardon, excusez-moi. Voilà, donc on a, dans un premier temps, on dimensionne la surface de parking qu'il va falloir équiper. Donc pour ça, on prend en compte les places de parking et les voies desservant le parking. On exclut de ce calcul de surface les espaces verts et la surface logistique servant à la livraison du supermarché. On est sur un parking de plus de 10 000 m², donc la législation nous impose de le solariser avant le 1er juillet 2026. Le client n'est pas très en avance, mais ça devrait être réalisable. Donc on a une stratégie avec 3 générateurs. Donc on a décomposé l'ensemble des systèmes d'ombrières en 3 parties. Une partie qui est en une autoconsommation totale. Donc là on a une consommation qui est forte sur le supermarché, ce qui nous permet d'avoir une partie entièrement autoconsommée. On a une deuxième partie qui est en autoconsommation partielle avec une revente du surplus. Donc là on vient faire un deuxième générateur dont on sait qu'il ne sera pas totalement autoconsommé. Donc on se laisse la possibilité de revendre le surplus. Et le troisième générateur qui est en revente totale. Par chance, le supermarché a 2 points de raccordement qui font chacun 1000 kVA. Donc ça nous facilite la conception de l'ensemble. Donc sur le premier système photovoltaïque, donc je vous disais, on est en autoconsommation totale, on fait un bridage de l'injection, on garantit qu'on n'injectera jamais sur le réseau. La deuxième partie en autoconso partielle. Et sur la troisième partie, qui est le plus gros des 3 générateurs, il nous reste les options à décider. Donc ça se fera, c'est pas totalement choisi, ça se fera également en fonction du choix du client. Mais donc il nous reste la PPA ou l'appel d'offres creux ou l'autoconso collective ou de passer par un agrégateur. Donc sur les 3 générateurs, donc là on a le plan de l'ensemble du parking, ce qui nous fait tout de même une belle installation. Le premier générateur, l'autoconso total, il fait pratiquement 1 méga, il fait 984 kW. Donc ça c'est totalement autoconsommé par le supermarché. Le deuxième générateur, qui lui est en obligation d'achat, puisqu'il est en autoconso plus revente du surplus, il fait le maximum possible, 500 kW. Et la troisième partie fait 2 mégas. Donc c'est cette troisième partie sur laquelle il y a encore une discussion, mais ce sera probablement un appel d'offres creux, avec le risque de ne pas attraper le tarif au prochain appel d'offres. Donc ça nous donne un résultat qui est extrêmement intéressant pour le client en termes de rentabilité.
au global, on va autoconsommer 52% de la totalité de la production des 3 générateurs, pour un prix de revient de l'énergie à 8 centimes le kilowattheure. Donc on a une autoconso sur 20 ans de 41 000 MW, ce qui représente un équivalent de 7,8 millions d'euros. Donc ça, c'est la partie injectée sur le réseau. Donc c'est le pendant de la première partie. Donc le coût total de l'investissement est de 4,9 millions. On a un retour sur investissement qui est relativement rapide pour une installation de cette taille, avec la combinaison des 3 centrales sur 10 ans, et un cash flow cumulé sur 20 ans pratiquement à 5 millions. C'est-à-dire qu'on a absorbé au bout de 10 ans l'investissement, on continue, et ensuite on génère du profit. Et on a économisé 164 tonnes de CO2. Voilà, donc par cet exemple, on voit qu'on a, sur des gros systèmes, on a la possibilité d'essayer de jongler avec les différentes solutions d'utilisation des électrons produits. L'objectif, c'est évidemment d'obtenir la meilleure des rentabilités et de proposer à d'autres clients une solution qui soit la plus pertinente possible. Voilà. Merci beaucoup pour cet exemple. On peut constater effectivement que nos amis à Paris nous invitent à un petit peu faire de la gymnastique. Alors, on a de la chance, on a quand même pas mal de briques différentes dans notre bac à Lego. Heureusement, il y a pas mal de solutions. À la fin, on y arrive. On y arrivera après, je ne sais pas, mais toujours est-il qu'on a plusieurs choix pour valoriser l'énergie, et c'est une des valorisations qui a été indiquée dans cet exemple, c'est l'autoconsommation collective. Et donc maintenant, je donne la parole à Emma, du groupe Everwatt et de sa filiale Boucle Énergie qui font de l'autoconsommation collective. Bonsoir. C'est mieux là. Donc Emma Condamin, je représente Boucle Énergie ce soir, donc, comme l'a dit Charles, qui est la filiale d'un groupe qui s'appelle le groupe Everwatt. Le groupe Everwatt qui se présente comme un producteur d'électricité en circuit court via le circuit court solaire, et Boucle Énergie étant la filiale qui est dédiée à l'autoconsommation collective. Peut-être juste un point rapide sur le modèle de Boucle Énergie. On agit en tant que développeur et tiers investisseur sur l'intégralité de nos projets. Donc on va prendre en charge l'intégralité des coûts de financement des projets, depuis la phase d'étude jusqu'au démantèlement des installations. Et notre modèle de rémunération est donc basé sur la revente de l'électricité sur le format de l'autoconsommation collective auprès de consommateurs locaux. Donc dans ce cadre-là, on reste propriétaire des actifs solaires et en charge de la maintenance et de l'exploitation. Peut-être juste un point rapide sur l'ACC, je pense que l'autoconsommation collective, je pense que tout le monde est plus ou moins familier avec le sujet, mais pour rappel, c'est le dernier des modèles dans la grande famille des modèles photovoltaïques, puisqu'il a été introduit sur le plan réglementaire à la fin des années 2010, autour de 2018-2019, introduit dans la loi. C'est un modèle qui permet aux sites producteurs, donc aux sites qui accueillent une installation photovoltaïque, d'aller valoriser l'électricité, non pas auprès d'un acteur unique, mais auprès d'une multitude de consommateurs qui sont implantés sur le territoire, dans un périmètre géographique bien identifié. Et à un tarif qui dépend, qui est libre, qui est fixé par le producteur en lui-même. C'est pour ça qu'on parle de boucle énergétique locale. On va avoir une multitude de projets en circuit court qui se développent non pas sur le modèle de l'autoconsommation individuelle où la production est consommée directement sur site, mais tout autour du site producteur. Depuis l'introduction de l'autoconsommation collective dans la loi, on a eu plusieurs signaux réglementaires en faveur du développement de ce modèle. D'abord, c'était quelque chose qui était assez flou et assez peu cadré. Puis petit à petit, il y a tout un tas d'évolutions législatives qui sont venues renforcer le développement de ce segment. D'abord, sur l'aspect périmètre géographique, sur quelle distance est-ce qu'on peut implanter une boucle énergétique locale. Initialement, c'était un périmètre de 2 km, et puis dans la pratique, donc un cercle de 2 km de diamètre. Et puis dans la pratique, on s'est rendu compte que cette distance assez arbitraire était en fait assez inégale d'un territoire à un autre.
puisque en milieu urbain, sur une grosse zone d'activité, on ne va pas avoir les mêmes possibilités de valorisation de l'électricité que sur une commune plus rurale ou même périurbaine. Donc cette première évolution qui a eu lieu fin 2023, elle a permis de définir des critères objectifs et clairs sur le périmètre de dérogation. On peut désormais aller jusqu'à 20 km de diamètre, et c'est basé sur les critères de densité des communes de l'INSEE, allant de 1 à 7, 1 étant la métropole de Lyon, et 7 étant la commune rurale qui, elle, peut accueillir une opération de plus grande taille géographique. On en a un peu parlé déjà, mais la semaine dernière, on a également eu un signal très fort en faveur d'une fiscalité plus arrangeante pour l'autoconsommation collective, avec l'exonération des droits d'assises pour tous les projets en dessous d'1 MW crête. En fait, c'est simplement l'alignement des régimes avec l'autoconsommation individuelle. C'est une exonération qui existait déjà de ce côté-là, et c'était assez désincitatif pour l'autoconsommation collective d'être encore soumis aux droits d'assises. Ça représentait un des freins majeurs, puisqu'en termes d'attractivité, effectivement, on avait, alors avant le mois de février, c'était un peu plus de 20 € par mégawattheure pour les entreprises supplémentaires, si on comparait à un projet en autoconsommation individuelle. Parmi les autres évolutions qu'on peut envisager, on parle aussi régulièrement de l'extension du seuil de puissance maximum par boucle. Aujourd'hui, et depuis l'introduction de ces opérations-là, on est sur 3 MW crête de puissance cumulée au total sur une boucle énergétique. On parle régulièrement d'aller jusqu'à 5 mégas, 10 mégas, mais aujourd'hui, c'est pas forcément à l'ordre du jour. L'autoconsommation collective a plein d'avantages, et je vais y revenir, mais la première chose, c'est que avant de se lancer dans un projet d'autoconsommation collective, il faut être sûr que le territoire s'y prête bien, parce que malheureusement, ça ne peut pas être déployé de partout. Et pour ça, il y a des études assez poussées qui doivent être menées en amont d'un projet pour garantir aux producteurs d'électricité qu'on est que l'énergie pourra trouver les bons débouchés sur le territoire où elle sera produite. Donc pour ça, on va aller voir la densité des acteurs sur place. Est-ce qu'on a beaucoup d'acteurs consommateurs potentiels? Nous, chez Boucle Énergie, on se concentre en priorité sur la valorisation plutôt auprès des entreprises avant de se concentrer sur les acteurs résidentiels, puisque ça implique tout un tas d'autres complexités. Donc si je prends notre exemple, est-ce qu'il y a suffisamment d'entreprises sur le territoire? Est-ce que ces entreprises-là ont un profil de consommation varié et complémentaire, qui ne consomment pas forcément au même moment? Par exemple, si on prend une zone d'activité, donc est-ce qu'on a des secteurs différents représentés, secteur industriel, secteur de la grande distribution, qui ne vont pas forcément avoir des pics de consommation au même moment? Et surtout, il faut toujours s'assurer que la production potentielle qu'on va amener sur un territoire en construisant un projet soit bien corrélée au bassin de consommation, et qu'on ne soit pas complètement déconnecté de la réalité de consommation du territoire, pour pas que cette nouvelle production représente en fait 50% du besoin total de consommation sur le territoire. Donc on a des études de consommation qui sont faites. On a la chance d'avoir Enedis qui fait un super travail sur de l'open data, notamment qui met à disposition en fait des données de consommation agrégées à des échelles parfois à des mailles très précises, à la maille des iris, à la maille des communes, à la maille des communautés de communes. Donc on exploite tout ça pour s'assurer qu'un projet est viable. Concernant les avantages par rapport, puisque c'est le thème de ce soir, aux obligations d'achat, effectivement, en autoconsommation collective, l'avantage principal, c'est qu'on va être sur un prix de valorisation qui n'est pas déterminé par un acteur tiers ou par un acteur unique, mais qui est à la discrétion de l'acteur producteur qui doit aller valoriser son surplus. Donc ça, c'est le premier avantage. En moyenne, on observe que sur des opérations en autoconsommation collective, d'après Enogrid, qui est l'acteur spécialiste du secteur, on se situe sur un tarif de revente qui est dans une fourchette entre 90 et 120 € du mégawattheure. Sur la majorité des opérations qui se développent aujourd'hui en France, nous, dans nos tarifs de revente, on se situe aussi à peu près dans cette fourchette-là, entre 90 et 130 € du mégawattheure. Donc on voit qu'on peut aller sur des tarifs qui sont plus avantageux aujourd'hui que l'obligation d'achat, ce qui permet souvent de dégager une meilleure rentabilité, alors pour nous en tant que développeurs, mais aussi pour les acteurs qui mettent leur foncier à disposition, puisque c'est des acteurs souvent qu'on va aller rémunérer pour pouvoir exploiter un parking, donc tout le monde s'y retrouve, et effectivement on est sur des prix qui peuvent aussi être individualisés pour les consommateurs. C'est-à-dire que quand on donne un prix moyen de valorisation qui est à 100 €,
Certains acteurs vont pouvoir aller toucher leur mégawattheure à 90, d'autres à 110, en fonction de leur tarif de référence, de leur volume de consommation, et on va aller favoriser par exemple soit des gros consommateurs, soit les acteurs qui nous mettent à disposition leur foncier. Donc tout ça, c'est vraiment une ingénierie financière assez précise qui va se matérialiser ensuite dans la clé de répartition. L'autre avantage, c'est qu'on a une plus forte flexibilité, non seulement sur les prix, mais aussi sur les durées d'engagement. On peut permettre à des acteurs de sécuriser leurs prix sur 20 ans, 25 ans, mais on a parfois des acteurs à qui ça fait peur de s'engager sur le long terme, à qui on va pouvoir proposer des contrats de plus courte durée. On a aussi des acteurs industriels, notamment, je dis industriels parce que c'est souvent eux qui vont avoir les prix les plus compétitifs sur le marché auprès des fournisseurs, qui aujourd'hui, dans le contexte actuel et la forte baisse des prix de l'électricité sur le marché, nous disent « je ne souhaite pas consommer l'électricité qui sera produite sur mon parking aujourd'hui », mais qui veulent se laisser une option d'entrée dans l'opération d'autoconsommation collective à échéance régulière pour venir tous les 3 ans, tous les 5 ans, réévaluer la pertinence d'intégrer l'opération d'autoconsommation collective si jamais leur prix de l'électricité venait à augmenter. Donc ça, c'est un facteur aussi qui peut être intéressant par rapport à un acteur qui va proposer de l'injection réseau auprès de la CRE, par exemple. Et enfin, sur les autres avantages, on est sur un modèle qui permet du coup de maximiser les surfaces qu'on va solariser. Là où en autoconsommation individuelle, quand on va viser 100% d'autoconsommation, on va souvent être obligé de brider la taille de la centrale pour coller au talon de consommation du consommateur, alors que là, on est en capacité de venir prendre en charge le surplus qui sera généré sur des plus grandes surfaces solarisées. Et en fait, on se rend compte que ça peut plaire notamment à des acteurs qui sont soumis aux obligations de la loi APER sur la solarisation de leur parking, parce que s'ils choisissaient d'être en 100% autoconsommation individuelle, ils devraient brider la taille de leur centrale, mais ne seraient plus conformes à la loi APER, puisque la surface solarisée ne serait pas suffisante. Donc ces deux enjeux peuvent parfois rentrer en contradiction, et on arrive à dépasser cette contradiction avec de l'autoconsommation collective. Et pour terminer, pour équilibrer un petit peu tout ça, il n'y a pas que des avantages dans le modèle de l'autoconsommation collective. Comme je l'ai dit, comme tous les modèles, il y a aussi aujourd'hui des freins à son développement. Bon, d'abord, effectivement, ça ne se prête pas à tous les territoires, ça c'est plutôt inhérent à la zone géographique dans laquelle on veut développer le projet. Mais plus spécifiquement au modèle, c'est aujourd'hui un modèle qui est très chronophage, beaucoup plus chronophage que lorsqu'on souhaite valoriser l'électricité à EDF obligation d'achat ou auprès de la CRE, puisque c'est du suivi permanent de ce qu'on va appeler à juste titre une communauté d'énergie partagée qui va rassembler un certain nombre d'acteurs, consommateurs et producteurs. Ça peut être 2, mais ça peut aussi être 10, 20, 30. Et donc, en tant que spécialiste de ces sujets-là, il faut être équipé et structuré dès le départ, d'avoir des équipes qui vont s'occuper de la commercialisation de l'énergie ou des équipes qui vont s'occuper derrière de la contractualisation, de la facturation, de la mise à jour de la clé de répartition. Donc c'est du temps homme appuyé par des outils d'automatisation, mais aujourd'hui on a des très bons outils sur le marché comme ce produit par Inogrid par exemple, mais c'est beaucoup de temps homme à allouer en plus par rapport à un modèle conventionnel. Et enfin, dans les inconvénients, je pense qu'on peut citer aussi le fait que cette complexité, elle peut être un frein pour un acteur qui souhaite lui-même, par exemple, financer sa centrale et être propriétaire de sa centrale et demain se lancer dans la valorisation de son surplus en autoconsommation collective. Quand on n'est pas accompagné et que c'est pas son métier, ça peut être un frein indépassable puisqu'on n'a pas forcément de temps ou de compétences à y consacrer. Donc c'est ce qui fait qu'on ne va pas forcément se tourner vers ce type de modèle. Voilà. Merci Anna. Effectivement, comme tu l'as dit, il n'y a pas de solution miracle. Il y a plein de façons de valoriser l'énergie. Il y en a avec beaucoup d'avantages. Des inconvénients, il y en aura toujours. Le plus gros inconvénient, c'est qu'on n'arrive pas à financer sa centrale. Malheureusement, on est dans un monde capitaliste. Et sans argent, on ne fait pas grand-chose. On peut attendre la petite souris bien longtemps, mais on a souvent besoin, pour une partie, ça dépend du gearing des projets, d'une banque pour financer en dette ces projets. Je donne le bâton de parole à Pierre-Henri. Bonsoir à toutes et à tous. Oui, je vais vous parler un peu de financement.
Moi, je me présente, Pierre-Henri Grenier. Je suis le directeur général de la Banque de la transition énergétique qu'on a créée au sein de la Banque populaire pour accompagner tous les investissements de transition, donc y compris et beaucoup de centrales PV. En 4 ans, on en a financé 645, donc on a vu un peu tous les cas de figure, les grands parcs au sol, les grappes de toiture, de l'autoconso, de l'injection, de l'autoconsommation collective, du tiers investissement d'autoconsommation collective, individuelle ou pas. Donc on a bien vu un peu tous ces sujets et c'est certain que le financement, aujourd'hui, on était dans une situation avec l'obligation d'achat, dans une situation très confortable pour le banquier. J'y reviendrai. Faut avoir, de bien comprendre comment, vous mettre un peu dans la peau du banquier. C'est pas forcément très évident, mais le banquier, c'est pas l'investisseur. D'abord, le banquier, lui, ce qu'il souhaite, c'est qu'on rembourse son crédit. Vous savez, dans toutes les pubs, il y a écrit un crédit est destiné à être remboursé. Voilà. Donc la question, c'est est-ce que les cash flows générés par l'entreprise ou le projet permettront de rembourser la dette? C'est vraiment ça notre objectif principal. Et dans les financements, vous allez avoir 2 types de financements. Il y a 2 grandes natures. Il y a ce qu'on appelle les financements corporate et les financements de projet. Les financements corporate, c'est tout bête. C'est l'entreprise qui va être propriétaire de ces panneaux, qui emprunte pour pouvoir boucler son investissement. Là, honnêtement, obligation d'achat ou pas, c'est quasiment la même chose. Ce qui va faire foi, nous, c'est la solvabilité de l'entreprise. Et ce qui va nous permettre de rembourser la dette, ce n'est pas les flux liés aux panneaux, c'est vraiment l'EBITDA de l'activité de l'entreprise. Donc c'est certain que c'est ça qui va primer. Donc si l'entreprise elle est solide, on va prêter sans difficulté. Si l'entreprise est plus délicate, on va avoir du mal à financer. Mais c'est vrai pour un panneau comme c'est vrai pour l'achat d'un camion. Voilà. Le seul avantage qu'on voit sur les panneaux, c'est que si c'est en autoconsommation, en injection ou en autoconso, c'est-à-dire qu'on va avoir des garanties supplémentaires par ce qu'on appelle des GAI, c'est-à-dire qu'on va prendre une garantie sur les flux de revenus liés aux panneaux, qui seront une garantie bancaire, en disant que si l'entreprise est plus capable de payer sa dette, on va faire en sorte que EDF-OA verse les revenus non pas aux propriétaires des panneaux, mais à la banque. Donc ça nous sécurise le financement, mais si l'entreprise elle fait défaut, elle fait défaut. Et puis même dans ces cas-là, c'est pas évident que les panneaux continuent à produire. Voilà. Mais on est sur une logique de risque, ce qu'on appelle le risque corporate, risque de contrepartie pure. Et les changements de tarifs ne sont pas très significatifs. Ce qui pourrait faciliter ce type de financement, c'est des fonds de garantie. Comme des fonds de garantie qui permettraient de se substituer à l'insolvabilité de l'acquéreur en cas de défaillance. C'est ce qui a marché dans les PGE, c'est ce que ça. Aujourd'hui, il n'y a pas de fonds de garantie, ça n'existe pas. Ça peut être une solution aussi pour donner un accès à l'autoconsommation au photovoltaïque à un plus grand nombre d'entreprises, même fragiles. Ouais. Ça, c'est une partie qui n'est pas celle qui vous intéresse le plus. C'est la partie le propriétaire et acquéreur. La gros sujet qu'on a dans le PV, c'est ce qu'on appelle le tiers investissement ou le financement de projet. Là, on est dans un monde complètement différent. Quelle que soit l'activité de l'entreprise, ça ne va pas jouer. Ou un petit peu quand même à la marche, mais l'idée, c'est que les panneaux, ils sont propriétaires d'une société de projet, d'une SPV, et que cette SPV, elle n'a pas d'autre activité que celle de produire de l'énergie. Et c'est la SPV qui va emprunter. Donc, toute la capacité de remboursement de la SPV, elle est directement liée à la capacité de la SPV de tirer des revenus de sa vente d'électricité. Et donc là, pour nous, en tant que banquier, on est confronté à 4 risques. Et 4 risques qu'on va examiner pour voir si l'EBITDA, les cash flows, remboursent la dette. Le premier risque, c'est un risque de productible. Est-ce que la production, elle sera au rendez-vous? Donc là, on est prudent en banque, donc on prend un P90.
P90, donc c'est avec une probabilité très forte que la production puisse être atteinte. On va vérifier aussi la sécurisation foncière, vérifier qu'il n'y a pas de problème, que les panneaux ils sont en tiers investissement posés sur du sol ou sur une toiture, et qu'effectivement le bail est sécurisé pendant au moins toute la durée du financement. On va vérifier qu'ils sont assurés pour qu'il n'y ait pas de problème en cas d'incendie. Donc ça c'est le productible. Honnêtement, ça c'est quelque chose qui est relativement aisé dans un monde photovoltaïque. Après, le deuxième risque, c'est le risque de produire, c'est très bien, mais encore il faut injecter. Donc vérifier que le risque d'injection est correctement couvert. Dans le risque d'injection, normalement, il y a pas, ça va de soi, on a un contrat Enedis. C'est pas toujours le cas. Imaginons du tiers investissement en autoconsommation individuelle. L'autoconsommateur, c'est l'entreprise. Le tiers investisseur, il fait de la location seulement au tiers investisseur. Il suffit que l'entreprise soit défaillante pour que le point de livraison ne soit pas acquis au propriétaire de la centrale. Et donc éventuellement, pour continuer à injecter, il faudrait se payer un deuxième raccordement. Donc c'est pas forcément quelque chose d'évident, l'injection. Le troisième risque, c'est le risque de tarif. À combien l'électron que j'ai produit va pouvoir être vendu? Alors c'est là que, quand on est dans l'obligation d'achat, c'est tout confort. Je sais que sur la durée du crédit, au moins pendant 20 ans, le tarif est connu. Donc là, moi, en tant que banquier, je suis hyper confort. Et puis, le quatrième risque, c'est la contrepartie. Est-ce que celui qui va me payer le tarif va être résilient pendant toute la durée du prêt? Là, c'est EDF-OA, je suis confort. Donc, c'est sûr que dans une logique de guichet ouvert, pour le banquier, c'est hyper confortable. J'ai quasiment pas de risque. Et donc, c'est la raison aussi pour laquelle il y a très peu d'apports en fonds propres. Parce que comment il raisonne, le banquier? Il dit, le banquier, il raisonne vraiment, est-ce que les cash flows vont payer la dette? Donc, on va calibrer la dette et les fonds propres en fonction de la sécurité qu'on a sur les cash flows. Donc, c'est-à-dire que, comment je fais? Je prends ma probabilité que les cash flows en P90 soient atteints. Je demande ce qu'on appelle un DSCR, qui est le taux de couverture de la dette par les revenus, autour de 115%, parce que je prends tout le temps une petite marge, je suis un banquier. Et ça me permet de regarder sur quelle durée et quel est le montant de l'emprunt que je peux financer. Et puis après, je compare le montant de l'emprunt que je peux financer, je le compare au CAPEX, et le delta, c'est des apports. Voilà, c'est des fonds propres. C'est comme ça qu'on raisonne. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, dans beaucoup de projets photovoltaïques, les apports sont réduits à la portion congrue. De plus en plus, sur les grands projets, aujourd'hui, le niveau d'apport sur le photovoltaïque, c'est pas vrai sur de méthanisation ou de l'hydro, mais sur le photovoltaïque, les apports sont autour de 10% et 115% de DSCR. C'est ce qu'on voit aujourd'hui de manière quotidienne. Alors là, qu'est-ce que ça change quand j'ai plus les compléments de REM ou la rémunération des DFOA change? Alors, déjà, il faut bien voir qu'on était déjà exposé à le même problème quand on est en PPA ou en autoconsommation collective. En PPA, ma grosse question, c'est quel est le tarif et quelle est la solidité de l'acheteur et quelle est la durée du contrat. Si je me retrouve avec un acheteur qui est ce qu'on dit investment grade, donc ce qui se fait de mieux, AAA, il a un contrat à un prix fixe pendant 20 ans. Là, je suis quasiment dans la même solution qu'avec les DFOA. Je suis tranquille, donc les apports sont faibles. Imaginons que cette fois-ci, en revanche, c'est une entreprise en PPA qui est acheteuse, qui est d'une solidité financière réduite, que le contrat il est sur 3 ans. Qu'est-ce que je fais? Je me dis au bout alors bon, sur 3 ans, peut-être que l'entreprise elle survivra pendant 3 ans. Et puis au bout de 3 ans, à combien il sera vendu l'électron? Donc forcément, dans nos modèles, on va mettre des hypothèses très conservatrices sur le prix de l'électron sur toutes les années après 3 ans. Donc ce qui veut dire que le DSCR, les revenus, les cash flows qu'on va avoir vont être faibles. Donc on va demander beaucoup de fonds propres. C'est vraiment toujours ce même raisonnement qu'on fait. C'est sur les PPA, sur l'autoconsommation collective, c'est un peu différent. Mais là, j'ai un risque. La question qu'on va se poser sur l'autoconsommation collective, c'est quelle va être la durée des contrats.
contrat, et qu'est-ce que je fais s'il y a des acheteurs qui sont défaillants? Alors ça peut se résoudre par plein de questions, on peut avoir une file d'attente, tout va dépendre aussi de la diversité des acheteurs. Est-ce que j'ai un gros acheteur AAA et puis plein de petits qui le sont moins? Dans ces cas-là, on sait qu'il y a un minimum de sécurité dans l'achat, puisqu'il y a le gros. Autrement, je peux avoir aussi un intérêt d'avoir plein de petits acheteurs en disant on mitige le risque. Ils ne vont pas tous tomber en même temps. Donc ça, on va faire l'analyse au cas par cas pour voir effectivement quel est le niveau de risque qu'on va avoir sur la capacité de rembourser le crédit. Et puis on calibrera les fonds propres en face de ça. Et puis maintenant, la question, quand on va être en obligation d'achat à 95 ou à 80, la vraie question, ça va être de voir si le modèle il flotte. On va refaire même l'obligation d'achat, ou en guichet ouvert, à 95 € ou qui va le baisser. Est-ce que les revenus vont absorber les OPEX et puis les remboursements les mensualités? Donc c'est pas gagné. Sur les ombrières, aujourd'hui, c'est très compliqué d'être en tiers investissement parce qu'une ombrière, les CAPEX sont élevés. Et donc ça veut dire qu'il va falloir aussi que les CAPEX se baissent, autrement il y aura moins de crédit et plus de fonds propres. Dans tous les cas, il n'y aura pas de manque de financement. En revanche, ce qui peut être devant nous, c'est une augmentation du niveau de fonds propres qu'on va demander pour financer ce type de projet. Parce qu'on raisonne tout le temps à l'envers, combien j'ai de flux, et on calcule la dette comme ça, et la différence entre les CAPEX et la dette. Donc il faut que les CAPEX se baissent pour avoir toujours autant de financement. Donc c'est tout l'enjeu qu'on va avoir devant nous. Et puis l'autre enjeu qu'on a, c'est ce qu'on a vu avec les intervenants différents, c'est que la réforme qu'on est en train de vivre, elle crée de la créativité. C'est super. Ça va être un mélange d'injection, d'autoconsommation individuelle, d'autoconsommation collective, de PPA. Et tout ça, nous, il va falloir qu'on l'intègre dans nos modèles et qu'on ait aussi, nous, côté banque, une réflexion à avoir sur comment on adapte nos modes de financement. Par exemple, je vous parlais d'un DSCR qui était le juge de paix. Mais peut-être que le DSCR, il peut être différencié entre la partie sécurisée, la partie moins sécurisée. Je peux être à 115% sur les premières années, 125% sur les suivantes. Voilà. Et est-ce que j'ai un acheteur de dernier recours, par exemple? Un acheteur de dernier recours, pour le banquier, c'est l'idéal, même s'il est faible. Parce que ça me permet de connaître, in fine, un prix minimum de vente des électrons. Et ce qui me permet de réduire l'exigence de fonds propres et d'apports que je vais demander. Voilà. Donc on a aussi, nous, côté banquier, à faire preuve de créativité, de comprendre les modèles. Donc ça veut dire que ça va être un métier beaucoup plus difficile pour le banquier parce qu'il va falloir qu'on comprenne tout ce que vous avez dit, les différents modèles, etc., et qu'on les additionne, qu'on voit comment ils se mitigent les uns par rapport aux autres. Moi je vois, il y a beaucoup aujourd'hui dans l'autoconso, dans le tiers investissement en autoconsommation individuelle, et quelquefois quand on est sur un acheteur qui n'a pas une super santé financière, c'est noyé au milieu d'une grappe. Dans une grappe, je vais avoir sur 10 centrales, je vais en avoir 8 qui sont en obligation d'achat, donc avec un certain confort, et puis 2 qui ont un petit risque. Ça mitige le risque. Et ça me permet de financer des projets en autoconsommation individuelle que je n'aurais pas pu faire one shot. Est-ce que je le fais parce qu'il y a la sécurisation de l'ensemble. Donc voilà, il va falloir qu'on invente aussi au niveau financier ces nouveaux modèles de financement, mais c'est sûr qu'on sort nous aussi côté banquier d'un très grand confort de cette obligation d'achat. Je suis à votre disposition pour toutes les questions qu'il pourrait y avoir. Merci beaucoup. Donc, ce soir, chez Aura Digital Solaire, on vient de réécrire une nouvelle fable de La Fontaine. On a tous besoin d'un banquier avec soi. Merci à tous les intervenants qui ont parlé ce soir. Emma de Boucle Énergie, Pierre-Henri de la Banque de la Transition énergétique, Enerpact, nos autres, merci de nous avoir accueillis ce soir. Noémie de Planer, Jean-Philippe, Bilal et moi-même. Sous l'uniforme, je suis aussi country manager d'une société qui s'appelle Sofar, qui est un fournisseur d'onduleurs et de solutions de stockage. Merci beaucoup. Et si jamais il y a des questions dans la salle, je ne sais pas s'il y a des interrogations. Oui. Oui, bonjour Anne Carrefour d'Ispul. C'était par rapport au découpage en plusieurs
d'installation. Il y a une règle aujourd'hui dans l'arrêté tarifaire, c'est le P plus Q, et on ne peut pas bénéficier en fait d'un tarif si on a d'autres installations à côté, à proximité. Donc je ne sais pas si vous avez étudié cette règle-là, parce que du coup, a priori, la tranche surplus ne pourrait pas avoir son tarif. Voilà, c'était pour vérifier, puis bien rappeler à tout le monde cette règle qui existe aujourd'hui pour l'arrêté tarifaire, qui ne s'applique pas pareil pour les appels d'offres. On arrive à transiger. Mais effectivement, vous avez complètement raison. Je peux en profiter pour poser une question peut-être. J'ai une question concernant l'autoconso collective. J'aimerais savoir quelle est la durée d'engagement que vous constatez de la part des acheteurs. Aujourd'hui, elle est variable dans la mesure où nous, on préférera toujours que la durée d'engagement colle à la durée de vie de la centrale, donc 20 ou 25 ans pour l'achat d'énergie, pour la simple et bonne raison que c'est plus facile à faire financer. On constate que ça ne peut pas fonctionner dans tous les cas. Je pense par exemple à des locataires qui sont en 369, qui ne peuvent pas s'engager sur 25 ans, ou alors c'est un engagement factice. Il y a des conditions de sortie, par exemple en cas de déménagement ou de cessation d'activité. Donc on adapte les modèles en fonction des contraintes des utilisateurs, toujours en poussant pour avoir la durée d'engagement la plus longue. Il n'y a pas de, c'est difficile de vous donner une réponse unique. Disons que, comme dans tout par rapport à l'autoconsommation collective, d'abord parce que c'est récent et aussi parce que ça a vocation à être plus flexible, on fait beaucoup de sur-mesures juridiques, financiers, contractuelles. Et ça, c'est un bon exemple. Une autre question ? Une dernière question. Écoutez, très bien. Donc, merci à tous d'avoir participé. Peut-être un point sur les prochains événements. Le 18 février, nous organisons avec le Club Solaire un événement à destination des maîtres d'ouvrage privés, mais également de nos adhérents, bien sûr, sur les solutions photovoltaïques gagnant-gagnant. Ensuite, nous avons le 20 février le format plénière de la vice-présidence Grand Projet. Le 10 mars, la réunion sous format plénière de la vice-présidence Toiture et Ombrière. C'est là où justement on va faire preuve de créativité, justement. Et ensuite, nous avons notre boom qui est le 24 mars, notre soirée Bipositive, et dont l'invitation sera envoyée d'ici la semaine prochaine. Merci à tous. Et pour boire un verre, c'est par là. C'est Charles qui y est pour Sofa. Ah mais j'étais météo contrôle, mais là maintenant je suis chez Sofa. C'est pour ça que... Bonjour. Eric Kranich. Oui, bonjour. Alors c'est... Là, il y a une sommeil depuis le mois. Cet après-midi, j'ai fait une demande d'analyse financière il y a 2-3 jours. Et en train de bosser dessus cet après-midi. Mais c'est vrai que si mais vous m'aviez mis en relation avec sur notre rencontre. Il y avait quelqu'un de chez vous qui m'avait écrit, on avait échangé sur les pieds. Moi, je ne suis pas suffisamment ancien dans ce marché-là. Mais je dirais 100 kilos. Sur 100 kilos, il y a pas de tranche de 100 kilos. Je vais pas prendre les
Il y a une prime collective. Mais il y a un vrai sujet, c'est peut-être une façon je trouvais ça bien, c'est marrant, on parlait du fait que c'est... Oui. Quoi, tu étais forte, toi? Des projets d'autoconsommation. Mais par contre, je un vrai pouvoir de front. Bon. Ouais. On boit un verre. On est dans un... Je pense que là, c'est
énergétique, ça un peu. Oui. C'est l'équilibre de fondé. Ah oui. Ouais. Non mais alors, c'est aux équipes. Ouais, donc on a adhéré chez Eliop. C'est vrai qu'on pilote un bateau qui est dans un contexte un peu génétique en permanence. Des choses à gauche, à droite, ça va. Et il y a beaucoup de Mais bois quelque chose quand même. Alors c'est marrant, là pour Tu vas bien? Ouais. Bon. La même. Bonjour. Ah oui, la même. Oui, par contre. Bonjour. Vous allez bien? Ouais, ça va. Oui, pardon. Ça va? Il n'y aura plus rien à voir. Ça va? Bien. Pour les volailles. Ah bah les volailles, on les a mis à l'ombre. C'est bon, elles sont à l'ombre, ouais. Enfin, c'est les faisans. Ouais. Bah il va faire parce que c'est du faisant.